Moi, je commence juste cette petite intro pour vous dire que, sans trop de surprise, aujourd'hui, on va parler d'OSM, mais pour une fois, on ne va pas trop faire le focus sur les thématiques habituelles de route, d'adresse, de points d'intérêt et autres avec lesquels on joue le plus souvent. Là, pour une fois, on va parler d'infrastructures de transport d'électricité, ce qui est déjà un peu plus technique. Et puis, surtout, on va parler d'un acteur de ce domaine. C'est le principal acteur en France, c'est Enedis. Parce qu'Enedis s'intéresse à OSM. Et on a eu plaisir avec François il y a quelques mois à formaliser un accord. On a signé un papier avec Enedis qui nous permet d'envisager une collaboration. Et en fait, c'est un peu le sujet de la présentation aujourd'hui avec tout le plantage de décor, de comment on en est arrivé là, et puis surtout ensuite comment ça se concrétise. Voilà, François, je te passe la main. Alors tout à fait, merci Vincent pour l'introduction, bonjour à tous. Avant de détailler un peu ce qu'on a fait avec Enedis et ce qui nous intéresse particulièrement ici, je voulais vous détailler, donner un peu de contexte sur quelques projets en fait, d'envergure nationale qui se déroulent en ce moment même et pour lesquels OpenStreetMap peut avoir un rôle à jouer, notamment à travers de la convention qu'on a signée avec Enedis. Alors, c'est 3 gros projets d'infrastructure, développement des installations, aménagement des territoires. Le premier, c'est le plan France Très Haut Débit, déployer la fibre optique, faire l'effort qui a été fait dans les années 70 pour amener le téléphone. On est en train de refaire la même pour déployer la fibre optique. Alors, derrière l'enjeu technique, il y a surtout un enjeu d'aménagement du territoire parce que ça présuppose, par exemple, d'attribuer des adresses un peu partout. De repasser sur bon nombre d'endroits, en ruralité, en zone urbaine. Mais il y a aussi le développement, la restauration de nos réseaux d'eau, l'enfouissement de nos réseaux électriques. Tout ça se passe de manière simultanée. Donc, il se passe un certain nombre de choses parce que ça interagit beaucoup avec les territoires. Sur le slide suivant, ce sont d'abord des relevés terrain, des études, une consolidation de référentiels existants, des travaux, des rénovations, des constructions, beaucoup de déplacements physiques, etc. Un nombre, c'est évidemment un développement industriel qui est en train de se dérouler, avec beaucoup de données, avec beaucoup d'acteurs locaux aussi. Donc, il faut qu'on puisse en profiter pour mieux connaître ces territoires. Et donc c'est un peu l'optique dans lequel on a lié ce partenariat avec Enedis. Le but, c'est de mieux connaître les territoires. Nous, ce qu'on a pour ambition au niveau d'OSM, c'est aussi de casser des silos. On souhaite mieux mutualiser les moyens, l'information, mieux la partager entre les services, parce que vous comprenez, dans les différents projets que j'ai évoqués précédemment, il y a un grand nombre de services différents qui interagissent ou pas. Et donc pour ça, on a besoin de plateformes. Il faut pour être plus efficace, on a indéniablement besoin de plateformes. OpenStreetMap en est une, mais dans les passerelles qu'on cherche à établir, il peut y en avoir plein, si vous voulez. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu 2 pôles qui se font face. D'abord, d'un côté à gauche, ce qu'on appellerait les pros, tous les acteurs dont on a parlé là sur ces projets, les aménageurs du territoire, les bureaux d'études, les entreprises, etc., qui ont des fonctionnements industriels, des standards métiers, des contrôles qualité, des données fiables ou non. Et en face, on a la multitude. La multitude qui exploite des plateformes comme OpenStreetMap, qui développe son écosystème, qui met en place différents usages que vous connaissez, notamment avec OSM, le géocodage, du rendu cartographique, du routage, etc. Et qui met aussi en place ses propres standards. Et donc ces deux mondes, le but c'est de les faire communiquer.
d'abord dans un sens des pros vers la multitude en ouvrant les données, et puis dans l'autre sens aussi en renvoyant les données produites depuis le terrain vers les professionnels qui pourront éventuellement en tirer parti dans leur activité, sans pour autant opposer les deux. Parce que parmi nos contributeurs OpenStreetMap, on a aussi des professionnels. Ça n'est pas du tout incompatible. Et le but, c'est bien de mêler ces deux univers plus que de les opposer. Et donc, le partenariat qu'on a avec Enedis y contribue, notamment. Et d'ailleurs, Vincent va pouvoir nous parler du premier partenariat qu'on a fait avec l'IGN il y a plusieurs années, qui s'inscrit dans cette Oui, tout à fait. D'ailleurs, petit clin d'œil, je vois juste à l'instant dans la discussion du salon le bonjour de Benoît Morando. Salut Benoît. Benoît, en fait, c'était mon interlocuteur principal pour les discussions de 2019 avec l'IGN, quand on a renouvelé la convention qu'on avait déjà signée en 2016. Donc en effet, là, quand on parle de convention avec Enedis, ce n'est pas une toute première. Il y a ce précédent, puisque on a eu l'opportunité, une première fois en 2016, et donc il y a 2 ans maintenant, en renouvelant, de prendre le temps de discuter avec l'IGN, de discuter de nos métiers respectifs. Alors, métier entre guillemets, quand on est contributeur OSM, bien sûr, mais on a plein de points communs en termes d'activité. On fait de la géomatique des deux côtés. Et donc, ces discussions nous ont permis d'identifier pas mal de sujets sur lesquels on pouvait travailler ensemble, réfléchir ensemble. Et on a, même si côté OSM France, on n'est pas très formaliste, là, pour le coup, on a signé un papier pour essayer de définir ce qu'on allait engager ensemble comme travaux avec l'IGN. Il y a eu une concrétisation très palpable pour les contributeurs OSM de cet accord. Ça a été la mise à dispo, donc dès 2016, de la BD Ortho à des fins de contribution. C'était une grande première pour nous. On pouvait remplacer Bing avec quelque chose de beaucoup plus joli et précis. Et on a renouvelé en fait la mise à dispo de ce flux en 2019. Donc voilà, ça a été une discussion efficace et agréable d'ailleurs au passage et constructive, qui nous a un peu mis le pied à l'étrier en fait. On s'est dit ok, on est en tant qu'association, on peut avoir voix au chapitre face à des institutions et pourquoi pas face à des entreprises. Et c'est un peu ce qui nous a donné, j'allais dire, le goût, en tout cas la motivation d'aller frapper à d'autres portes. Et c'est comme ça que François, au fil de ses discussions avec Enedis, a commencé à ébaucher ce qu'on vous déroule aujourd'hui. Quand on parle d'établir des passerelles avec des données, qui plus est, il ne s'agit pas que de forcément partager la donnée telle qu'elle est. Il faut aussi mettre en commun ce qu'on appelle la sémantique et le modèle de données. Ce qu'évoque d'ailleurs Bertrand, bonjour Bertrand, dans la discussion, les standards ont en effet une place de plus en plus importante et ça ne va pas s'améliorer de ce niveau-là. Il va falloir de plus en plus normaliser les choses. Et dans le cadre des activités de cartographie des infrastructures sur OpenStreetMap, il y a une véritable recherche aussi de créer cette sémantique sur lequel d'autres et moi, évidemment, s'investissons depuis longtemps pour le faire monter. Donc, c'est ce que vous voyez là, puisque dans différents domaines, pas que dans l'énergie, pas que pour Enedis forcément, on cherche à développer une forme de cohérence dans toute cette modélisation. Là, il y a un focus un peu particulier sur les utilités, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est vraiment une activité qui est vraiment complémentaire par rapport à la collecte de données de terrain sur OpenStreetMap. Et il faut en avoir conscience, c'est quelque chose qui a de plus en plus de valeur, quelque chose qui a de plus en plus aussi de cohérence. Donc, c'est ce qu'on va continuer à le développer progressivement. Ce qui a été fait en fait sur l'énergie entre 2010 et 2015, ça nous sert aujourd'hui sur les thèmes qu'on va aborder avec Enedis. Donc, c'est quelque chose qui est très très important, sans lequel on n'irait pas forcément très loin. Donc, c'est bon de l'avoir
de l'avoir à l'esprit quand on évoque ces points-là. Un point aussi qui est cher à nos exploitants de réseau, c'est que nous produisons des données non officielles. On ne cherche pas à remplacer les référentiels de ces entreprises. C'est-à-dire que quand on s'adresse à des structures institutionnelles ou des entreprises, elles gardent non seulement le rôle de référentiel et évidemment d'exploitant des infrastructures concernées. Et donc à ce titre, et en ce qui concerne les réseaux, c'est quelque chose d'assez sensible, il faut le rappeler. Tous les travaux qu'on évoque avec Enedis et d'autres n'ont pas vocation à remplacer des dispositifs officiels qui entament la responsabilité des acteurs qui y souscrivent. Donc on parle notamment des TDICT pour l'endommagement des réseaux. Donc quand on fait un trou, les travaux sont déclarés et les exploitants s'entendent sur la meilleure manière de le faire, et OpenStreetMap ne va pas interférer dans ces échanges. Nous nous adressons plutôt à des activités d'études, à des activités sans risque pour le terrain. C'est bien de l'avoir à l'esprit parce que parfois ça peut être à l'interpréter, disons, et c'est pas du tout le but ici. On ne remplacera pas ces dispositifs-là. On pourra peut-être contribuer à leur activité, leur construction, peut-être, mais les données en tout cas que nous produisons n'ont pas vocation à le remplacer. Donc on va pouvoir maintenant aborder les tenants et les aboutissants de la convention de partenariat avec Enedis qu'on a signée, Vincent et moi, le 13 janvier 2021, donc avec nos interlocuteurs de la direction technique nationale. Et cette convention, elle court sur 3 ans, janvier 2021 à janvier 2024. C'est reconductible, mais le but était aussi d'y fixer un limite, parce que sinon ça pourrait courir sur un temps plus ou moins long. Donc à la fin de ces 3 ans, ça sera l'occasion de tirer un trait et de voir non seulement ce qui a été produit en termes techniques, mais aussi ce qui a marqué les échanges entre l'entreprise et la communauté, selon diverses modalités qu'on va vous présenter. Et cette convention, en fait, elle prend son sens dans un constat qu'on a fait réciproquement, Enedis et OpenStreetMap France, qui était que tout le monde avait des données. Là, je vous en montre une complémentarité, non seulement entre les données métiers d'Enedis qui sont en open data d'ailleurs sur data.enedis.fr, sur des données que moi j'ai pu creuser aussi dans les archives départementales, parce que les réseaux qui nous concernent ici sont parfois anciens, donc pour lesquels on peut retrouver des données un peu partout, et sur le rendu qu'on peut faire côté OpenStreetMap, où on voit que quand on mêle différentes sources, le terrain, les données de différents acteurs, on arrive à produire quelque chose qui s'améliore au fil des itérations. Et Enedis a remarqué, a bien compris ce fonctionnement-là. C'est sur cette base-là qu'on a décidé de travailler sur différents points. Donc cette convention, elle concerne 2 grandes choses qui sont indiquées sur le slide suivant. Tout d'abord, une animation de la contribution et des échanges techniques. Donc Vincent, si tu veux dire un mot là-dessus, tu peux y aller, et puis je compléterai après si. Je te fais reprendre ton souffle comme ça. Mais... Donc oui, en fait, la convention, à la fois elle a des objectifs et puis elle a une genèse, comme disait François à l'instant, c'est-à-dire que le document qu'on a fini par signer, c'est issu de pas mal d'heures et de sessions de discussions au cours desquelles on a commencé à vraiment expliquer en long, en large, en détail ce qu'est OSM à Enedis. Alors, faut pas le prendre comme quelque chose de prétentieux, mais il faut juste se souvenir qu'on a face à nous au départ des géomaticiens, mais j'allais dire des géomaticiens non contributeurs OSM, donc plutôt habitués à des systèmes d'information géographique classiques, OSM étant plutôt le SIG à part de tous les autres. Et donc il y a eu beaucoup besoin d'expliquer comment ça fonctionne, tant techniquement qu'au niveau de la communauté. Et voilà, donc c'est ça qui a permis de rédiger une convention dans laquelle on a énuméré quelques items, et l'idée étant bien sûr que
tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire qu'Enedis a son intérêt dans la démarche et l'écosystème OSM doit aussi retrouver son intérêt. Donc, au risque de me répéter, mais une des concrétisations de la convention pour les contributeurs OSM, c'est encore un chouette flux d'orthophotographie. Et quand je dis chouette, c'est une litote, puisque là, on commence à parler de 5 cm par pixel. Pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de voir à quoi ça ressemble, c'est tout simplement prenant. Enfin, c'est superbe. On a un piqué, une précision qui font qu'on décolle plus les yeux du fond. Donc, on aura des orthophotographies, mais pas sur la France entière. Là, on ne parle pas avec l'hygiène. Hein. On parle avec Enedis, dont le métier au départ, d'ailleurs, n'est pas de faire des orthos, et qui, en fait, ponctuellement, fait produire des fonds orthos à sa demande et pour sa propriété. Sur des agglomérations, sur des territoires donnés. Et donc, ce sont ces fonds-là qui sont la propriété d'Enedis, desquels on va pouvoir, nous, profiter dans le contexte de la contribution. Donc, en ça, c'est assez semblable à ce qu'on a eu pour la BD Ortho. Autour de ça, il y a la démarche aussi Open Data d'Enedis, qui est une démarche déjà ancrée depuis plusieurs années et dans laquelle s'inscrit l'idée de contribuer à OSM et de tisser des ponts entre les différents systèmes d'information. Donc ça donne par exemple l'opportunité de saisir dans OSM des clés de référence vers des bases susceptibles d'être ouvertes ensuite. Donc ça, c'est côté enrichissement d'OSM. Il y a aussi bien sûr l'aspect documentation. Hein, je vous invite à aller voir le wiki sur les thématiques, j'allais dire rédigées par François. C'est un peu rapide, mais il en fait quand même beaucoup. C'est très très riche. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Enedis se met à rédiger dans le wiki aussi, donc apporte sa connaissance métier sur les descriptions de parties du terrain qui la concernent. Et puis la convention, c'est aussi l'occasion, donc j'ai un peu commencé à l'envers, mais quand je parlais des échanges avant la convention, ce sont les fameux échanges techniques informels aussi qu'on a amorcés bien avant de signer, dans la démarche d'être un peu pédagogique et notre souhait, bien sûr, c'est que OSM devienne quelque chose de très facilement et très largement manipulé chez un acteur comme Enedis. Il faut voir aussi le côté un peu exemplaire de la démarche, c'est-à-dire que quand on est capable de discuter avec une entreprise en lui citant le cas d'Enedis qui contribue à OSM, contribue au wiki, ouvre ses données et ainsi de suite, le nom, la notoriété font que le message passe évidemment bien plus. C'est un nom qui a du poids. Voilà. J'ai sûrement oublié plein de choses, François, donc n'hésite pas à compléter. Non, c'était parfait. Ce qu'il faut aussi indiquer, et on va aussi en reparler dans un slide ultérieur, mais dans les échanges de données qui sont prévus, il y a évidemment les licences Open Data qu'on connaît. Donc ça, c'est dans le sens on va dire, professionnel vers multitude, hein, pour reprendre l'image de tout à l'heure. Des licences qui sont bien connues, bien maîtrisées. D'ailleurs, le dernier dataset que tu as mentionné, Loïc, dans la conversation, il a été publié en ODBL et pas en licence ouverte. Mais il y a aussi dans l'autre sens, quand il s'agit de réutiliser des données OpenStreetMap dans des SIG, enfin, en tout cas partie de SIG bien identifiée, il faut se méfier des usages de la licence, et ça, c'est donc des discussions au long cours qu'il faut avoir avec ces acteurs pour expliquer et pour trouver les bonnes solutions. Donc ce point est bien identifié, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein, et qu'on se retrouve dans une situation où les données sont utilisées d'une mauvaise façon. Aussi l'intérêt de ces échanges. Donc cette convention aussi, elle se fait pas sur tout le réseau électrique et sur tous les attributs du réseau électrique, qui est un outil industriel extrêmement complexe. On a choisi d'un commun accord de se pencher en fait sur les éléments visibles, ne serait-ce que parce que OpenStreetMap s'intéresse aussi beaucoup plus aux éléments visibles des réseaux. Et ces éléments visibles, hein, dans le cadre de l'activité d'Enedis, ce sont les poteaux électriques et les affleurants, coffrets, postes, cabines, bâtiments, etc.
On commence là-dessus et rassurez-vous, il y a déjà beaucoup à faire sur ces thèmes-là avant d'aller sur d'autres choses qui pourraient aussi nous intéresser, mais qui pour l'instant voilà, ne font pas l'objet. Et aussi l'intérêt de cette convention, c'est que tout ce qui est suivi et produit dans le cadre du temps investi, il se fait publiquement. Tout est public, il n'y a pas de choses déguisées, rien de secret non plus, ce qu'on est en train de vous expliquer, voilà, à pignon sur rue. Et vous pouvez vous-même le suivre hein, sur une plateforme qui ressemble à s'y méprendre à Projet du mois, qui vous a été présenté hier soir pour ceux qui étaient présents. Donc à l'adresse que je vous indique, enedis.openstreetmap.fr, où on va définir différents projets, et notamment sur la base des thèmes hein, qu'on aura retenus. Donc le suivi que vous voyez sur le slide, il montre déjà plusieurs choses. Il y a un avant et un après convention. Vous voyez, là, c'est le suivi de l'inventaire des poteaux des réseaux aériens. Et bien, dès le 1er janvier, vous voyez, au moment où on a commencé un petit peu à animer sur le thème, eh ben, ça s'est mis à croître. La communauté s'est vraiment activée sur le thème et continue de le faire, même 6 mois après, et va probablement continuer à le faire sur toute la période. C'est des projets beaucoup plus longs que les projets du mois qui vous ont été présentés hier. Hein, évidemment, vous voyez, la 946 jours restants, c'est sur le temps de la convention, les 3 années de la convention. Et avec un suivi régional qui montre pour les 6 premiers mois quelques disparités. Parce que la contribution se fait parfois en rattrapage massif des objets qui étaient déjà dans la base et qu'on complète avec les attributs, les bons attributs qui ont été choisis pour la convention. Donc c'est pour ça qu'on a ces disparités, mais on a bien identifié déjà des zones dans lesquelles où l'animation de la communauté va se faire, va devoir s'intensifier. Donc on va essayer pour avoir des relais locaux. Et Loïc, par exemple, tu mentionnes aussi une excellente piste. Quand on parle de discussion avec OSM, c'est avec Enedis. Enedis et OSM, c'est bien pour aussi inciter peut-être les agents, si on y arrive, à utiliser ces outils publics pour aussi s'investir. Hein. C'est vu que ce sont des outils à disposition de tous, ça peut aussi être utilisé par les opérationnels s'ils trouvent un intérêt. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus long terme, hein, parce que c'est voilà, des discussions à installer, mais ça va faire l'objet, oui, de nos échanges. Vous voyez qu'on a dépassé les 280 000 objets, mais quand on parle de poteaux, en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets. Il y en a plus de 10 millions pour Enedis à trouver. Alors, évidemment, la convention, elle prévoit, on n'a pas pris d'engagement. L'association OpenStreetMap France n'a pas pris d'engagement en se disant on va en faire 5 millions. Le but, c'est plutôt d'apporter la preuve, l'obligation de moyens d'animer cette contribution, de mettre en place les outils, donc la plateforme en fait partie, la documentation en fait partie, ce SOTM peut en faire partie aussi où on explique ce qu'on fait et de voir plutôt jusqu'où on est capable d'aller. Donc sur les 3 ans, on verra combien de poteaux sur les 10 millions on arrive à retrouver. Ça va s'améliorer hein, parce qu'on va avoir de l'open data, on va avoir des outils Osmose qui va réagir de plus en plus à tout ça. Vous voyez que c'est quand même un objectif assez conséquent. Parce qu'il n'y a pas qu'Enedis d'ailleurs, quand on soulève la problématique, il peut y avoir aussi Orange, qu'on a 13 millions, et des réseaux d'initiatives publiques en télécom qui en ont aussi beaucoup. Et donc, tout ça va prendre évidemment plusieurs années pour les inventorier tous. Quand on parle d'inventaire, d'ailleurs, c'est pas que la position. On a aussi plein d'attributs. Je vais vous montrer. Mais on va d'abord regarder ce qui s'est passé sur les 5 ou 6 dernières années. Parce que là, du coup, l'image de la fourmilière est bien appropriée. Hein. On a plusieurs centaines de personnes qui ont déjà contribué sur le thème, partout en France, malgré ces déséquilibres dont je vous parlais, et de manière extrêmement sensible, puisque vous voyez dans les graphiques qu'on montre en bas de ce slide, il y avait l'avant, avec une croissance assez linéaire depuis 2013. Hein, on voit le nombre d'objets augmenter. On voit même le changement de raison sociale du principal exploitant de ces poteaux en 2017. Mais depuis le début de la convention, vous voyez que ça n'a aucune commune mesure parce qu'on a un vrai pic, et un pic qui va aller en grandissant. Hein, rien que sur une année à peu près, entre le 16 juin l'année dernière et le 23 mai de cette année, on a fait plus 56% sur les poteaux en France électriques
poteaux électriques, qui est quand même assez considérable. On regarde du nombre, hein, et ça va continuer. Alors, vous observerez la différence entre le suivi qu'on vous montrait, les 300 000 objets, et ce 726 000. Ça vient du fait que le 300 000 s'intéresse uniquement aux poteaux Enedis, alors que là, on vous montre tous les poteaux électriques. Il n'y a pas qu'Enedis en exploitant, il y en a 118 en France. Enedis en ayant 95%, mais les 117 autres en ayant aussi leur part. Et donc, il y a parmi ce 726 000 des poteaux dont l'exploitant n'est pas identifié dans OpenStreetMap, d'autres exploitants. Voilà. On a également voulu montrer ce qui s'était fait sur RTE, sur la partie transport, donc des gros pylônes. Là, ce n'est pas des poteaux, c'est des gros pylônes, mais avec une open data beaucoup plus ancienne, puisque dès 2016, ils ont mis à disposition cette couche qui nous a permis de faire un gros rattrapage, vous le voyez sur le graphique de droite, où la part en fait en vert clair allouée à RTE va en s'amplifiant, et là maintenant on a la moitié des supports qui sont correctement attribués. Donc ça va continuer. Mais c'est grâce à l'action d'Osmose, hein, qui affiche les bonnes erreurs aussi aux contributeurs qui ne sont pas forcément familiers avec le thème et qui peuvent donc apporter les bonnes corrections. Et on voit que l'impact de ces outils est vraiment prépondérant dans ce que nous faisons, puisque ça permet d'aller toucher des populations d'objets qui sont vraiment importantes. Rendez-vous l'année prochaine pour un autre slide de ce style, avec les chiffres évidemment mis à jour, pour voir ce que ça a donné. J'ai un tout petit complément, François. Quelques phrases en arrière, tu disais on ne s'est pas engagé sur un volume. Et alors, ça peut tomber sous le sens pour pas mal d'entre nous, mais ça va toujours mieux en le disant, je pense. Dans aucun cas, les modalités de la convention n'envisagent de prestation. La convention, elle est signée par l'association OSM France, et toutes les démarches faites à ce titre sont de toute façon bénévoles. Ce qui aussi nous a fait faire comprendre à Enedis que en tant que bénévole, on n'allait pas non plus pouvoir se substituer, par exemple, à des professionnels de la formation sur OSM, ce qui rejoint un peu, je crois, une remarque, une question de Loïc. Voilà, nous, on est là pour éventuellement mettre en relation à la fois les acteurs internes Enedis et des entités de l'écosystème OSM, des gens qui auraient le temps et la qualification pour facturer de la formation, consacrer du temps professionnel à ça. On a bien marqué la limite sur le périmètre de ce que fait l'association. Voilà. Excellente précision, parce que de là aussi découle tout un tas d'activités que l'association ne pourra pas assumer, hein, et qu'on laissera évidemment à tous les acteurs qui sont légitimes pour ça, hein, des formateurs, mais aussi des collectivités, des institutions. C'est vraiment un écosystème là qu'il faut voir, et pas que l'action d'un acteur particulier qui s'imposerait, hein, parce qu'on fait évidemment de notre part, mais en étant conscient de nos limites et de ce que aussi d'autres acteurs peuvent faire. Donc quand on parlait d'un poteau, rentrer vraiment dans les détails, hein, pour vous illustrer ce que fait la sémantique OSM. C'est-à-dire qu'on peut imaginer évidemment une carte de points, les positions, mais OpenStreetMap, c'est aussi un nombre d'attributs assez conséquent. Et en fait, les poteaux, on est capable de les décrire avec pas mal de précision, parce qu'en plus, il y a pas mal d'inscriptions intéressantes sur ces objets, ce qui motive une contribution de terrain conséquente, parce qu'il faudrait se déplacer au pied de chaque support et d'aller relever les informations qui y sont affichées, notamment la date, le fabricant, l'importance, hein, du poteau, etc. Et on a des attributs sur OpenStreetMap pour ça. Donc, on a les moyens de les compléter. Il n'y a évidemment rien d'obligatoire. Une contribution qui viserait à poser que le point, elle est déjà évidemment bienvenue, et d'autres pourront ensuite compléter. Voilà. Et ça, c'est le résultat d'une recherche sur la sémantique de plusieurs mois, qu'on pourrait vous présenter. D'ailleurs, on pourrait y passer l'après-midi, mais ce n'est pas le but. Simplement pour que vous ayez l'idée d'aller voir aussi dans les attributs plus que dans les positions. Vincent, tout à l'heure, vous parlez d'orthophotographie.
puisque le partenariat qu'on a avec Enedis vise à la diffusion pour la contribution OSM uniquement de ces orthophotographies. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est l'intérêt que peut avoir non seulement les données ouvertes de l'exploitant, que vous voyez en mauve sur ce slide, les vues aériennes de l'exploitant, sur lequel on va pouvoir venir superposer des objets OSM. Alors déjà, il y a un premier constat, c'est que les données ouvertes de l'exploitant, vous pouvez vous dire, en regardant ça, elles ne sont pas à la bonne place, parce que là, on a une ligne qui fait nord-sud sur la gauche de l'image, puis on a une antenne qui va alimenter la maison sur la droite. Et vous voyez que le mauve n'est pas du tout à l'emplacement géographique auquel on pourrait s'attendre de le trouver. C'est normal, ce n'est pas un problème de qualité, c'est parce que les données ouvertes de l'exploitant sont schématiques. Et donc, là aussi, OSM a un intérêt. Ce que je vous montrais sur la convergence entre plusieurs sources et la production d'OSM, c'est qu'on va finalement recaler ces données-là, parce qu'elles ont un sens topologique, elles ont aussi un sens géographique. Et sur OpenStreetMap, on va être capable de mettre la position exacte de ces objets en retrouvant les supports aériens. Donc l'open data, c'est une indication pour nous dire qu'on va trouver aux abords de ces objets les installations. Et c'est confirmé par les vues aériennes, parce que si on zoome un peu plus, c'est du 5 cm, donc il ne faut pas se gêner de zoomer. Là, on peut placer donc nos deux poteaux dans le champ. On peut identifier avec les ombres en fait beaucoup d'informations. On peut identifier des interrupteurs pour ceux qui connaissent les formes de ces objets, des postes de transformation des poteaux, etc. Et là aussi, on va compléter avec des attributs. Donc, de la vue aérienne, de l'open data, on va être capable d'identifier différents objets. Et bonjour à toi, Nicolas, qui vient de nous rejoindre. Donc là, vous voyez, avec une précision, pour peu que la vue aérienne soit correctement calée, on a les moyens, voilà, on a les moyens de positionner des objets avec pas mal de précision. Ce qui est important aussi ici, c'est-à-dire que quand je vous parlais de recalage, l'intérêt c'est d'aller vraiment poser les objets aux positions auxquelles elles sont, qui peuvent être constatées sur le terrain et qui peuvent aussi être constatées sur les vues aériennes. Alors, il n'y aura pas des vues 5 cm Enedis sur tout le territoire. Il y en aura sur une certaine proportion. Pour le reste, il est tout à fait possible d'utiliser les vues de l'IGN, puisqu'on évoquait le partenariat qu'on avait avec eux. Elles sont maintenant d'ailleurs en données ouvertes également via la BD Ortho. Et ce sont aussi des images qui permettent de géopositionner des objets. Il y en a beaucoup ont été faits sur des vues 20 cm, 30 cm. On voit également les ombres, on est peut-être moins à même de détailler les objets, mais on trouve déjà les positions. Et le deuxième levier, puisque là on est à distance, on est sur un PC, on est à la maison, on peut retrouver des positions comme ça, mais le deuxième levier, c'est bien le terrain. L'objet, aussi de voir ce que va apporter le terrain dans ces activités-là. Parce que nous évoquions les projets structurants du pays en introduction. Il faut savoir que beaucoup de poteaux sont aujourd'hui visités pour le déploiement de la fibre. Il y a de lourdes études qui sont conduites par plein d'acteurs, et là, c'est un déplacement de terrain. Et la contribution OpenStreetMap peut aussi s'inspirer de ces pratiques et se rendre sur le terrain avec différents outils. Ça commence par la simple inspection visuelle, retrouver et distinguer différents poteaux, déterminer ce qui est Enedis et ce qui ne l'est pas. Ça, visuellement, ça se fait bien. Sur les images à droite, vous voyez qu'il y a des poteaux électriques, les plus gros, et puis des poteaux télécoms qui ne sont pas de l'activité électrique. Et puis, ça peut aussi avoir un intérêt si on s'y déplace avec des outils pour mesurer des précisions de quelques centimètres. Ce qu'on appelle le RTK, qui est un outil de positionnement à l'image de ce que fait le GPS, mais en beaucoup plus précis, avec des outils un petit peu plus chers aussi, mais qui sont de plus en plus à la portée des contributeurs individuels. Et là, on va être capable de positionner des poteaux avec une très très bonne précision. Donc à gauche, c'est une capture d'écran de Charles Millet qu'on a fait ensemble à Nantes il y a 15 jours, où on cherchait à la fois à positionner des poteaux et des arbres. Et en fait, sous une bonne couverture végétale, on voit qu'on arrive à trouver assez simplement des positions de ce type-là, qu'on peut ensuite reporter sur des applications mobiles, qu'on peut tracer. Donc le terrain a aussi tout son intérêt dans la démarche. Il y a vraiment les deux. C'est pas la cartographie à distance contre celle du terrain, c'est vraiment très complémentaire. Et il y a moyen de s'éclater aussi
sur ce point-là. Donc après, c'est une expérimentation, chacun a son expérience, chacun contribue comme ça. Et on aura donc, en plus, très bonne remarque Antoine, on aura une présentation de ce positionnement RTK demain 21h par Stéphane, qui en est l'un des artisans au niveau national. Très intéressant, ce qui sert d'ailleurs à beaucoup plus de thèmes que les simples poteaux. Oui, vas-y Vincent. Un petit complément peut-être, enfin, tu allais peut-être en parler, je sais pas, mais là on est sur un sujet avec un nombre d'objets tout simplement énorme, une couverture du territoire national. Donc c'est vraiment un sujet qui se prête aussi beaucoup à enrichir le patrimoine de photos de rue. Parce que ça n'aidera pas forcément à lire ce qu'on trouve sur une plaque d'identification de poteaux, le sujet n'est pas là, mais pour tout ce qui est désambiguisation et compréhension du terrain, un peu à mi-chemin entre je suis avec des orthos depuis ma chaise et je suis sur place, l'accès à, on va les citer, hein, les Mapillary notamment, et consorts, ça peut être une contribution très intéressante aussi. Et puis, bien sûr, hein, comme tu le mentionnais, les outils classiques de contribution en mobilité sont tout à fait pertinents ici aussi. Tout à fait, parce que l'aspect, en effet, l'aspect photographie ne permettra pas d'aller lire des identifiants. Et certains poteaux ont des numéros. Là, dans notre activité pure électrique, c'est pas toujours le cas. Côté télécom, ça l'est. Et là, on n'a pas d'autre choix que de se déplacer pour relever tous les numéros avant peut-être d'avoir des données ouvertes sur le sujet. Mais le terrain a aussi son intérêt, hein. Dans les expérimentations qui ont été faites l'année dernière, on voit bien l'intérêt de le faire aussi en se déplaçant. Et la contribution, c'est bon, c'est une chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des rendus. Quand on a contribué, on aime bien voir le fruit de notre travail et de le voir s'afficher sur une carte. C'est toujours extrêmement satisfaisant. Donc, en ce qui concerne cette activité très particulière sur les poteaux, les affleurants, on a par exemple deux sites qu'il faut mentionner. openaframa.org qui présente également une partie des réseaux souterrains, extrait les objets d'OSM particuliers qui nous intéressent ici et qui en donne vraiment une représentation très visuelle. Et on a aussi gspot.fr qui est dédié aux poteaux cette fois-ci, qui affiche sur une même vue en fait la vue électrique, la vue télécom, qui existe à très peu d'endroits finalement au niveau national. Donc l'intérêt de ces démarches, c'est non seulement de consolider de l'information, mais de produire de l'outillage. Quelque chose qui est fait pour l'instant bien volontiers, mais qui peut aussi démontrer l'intérêt de tout ça, d'afficher et d'avoir des outils en fait pour gérer ces infrastructures. Bon, Gspot c'est un démonstrateur, a vocation à remplacer des outils métiers purs qui seraient utilisés en bureau d'études ou en exploitation, parce que ça va bien plus loin que ça. Les attributs OpenStreetMap qui seraient nécessaires pour vraiment remplacer complètement ces activités ne sont pas tous définis, donc c'est encore un travail à mener. Mais c'est une piste, c'est une manière de montrer en fait visuellement ce qu'on est capable de faire. Donc vous le voyez, c'est à la fois à petite et moyen grande échelle, où on arrive à voir les objets avec une symbologie qui est adaptée pour les représenter. Donc je vous laisse aller consulter ces sites-là pour vous rendre compte si dans votre zone il y a aussi des objets, il y a beaucoup d'objets ou peu, si la contribution peut être intéressante. Le deuxième thème, alors on a beaucoup parlé des poteaux, mais il y a un deuxième thème qu'on a prévu aussi d'aborder dans le cadre de notre convention, celui des coffrets, des armoires et des postes, qui n'a pas encore été forcément aussi lancé que les poteaux, parce que les poteaux, il y a un gros passif sur lequel on peut déjà travailler. Donc les armoires arriveront plus tard, mais on peut déjà en parler. Ça concerne tout ce qu'on peut voir sur le terrain, vous le voyez, les deux photos, donc ça peut être des objets assez gros, des cabines, des armoires de taille conséquente, et puis des petits coffrets. Et là, vous avez en tête le chiffre de 10 millions de poteaux, vous n'êtes pas sorti de l'auberge non plus avec les armoires, parce qu'il y en a encore plus à trouver. Je ne saurais même pas vous dire combien, tellement il y en a. Ça reste à évaluer.
Mais quand on fait le même état des lieux que celui que je vous ai montré pour les supports, bah, il y a quand même déjà eu une contribution. Il y a déjà un existant qui est plus faible hein, sur les poteaux et qui commence un peu plus tôt que le pic qu'on a vu tout à l'heure. C'est à peu près en 2017 où on a pu normaliser les attributs pour les armoires, hein, pour les armoires de rue et tous ces objets-là. Donc la contribution se fait à un rythme normal, mais on est plutôt dans la phase préliminaire par rapport à celle que je vous montrais tout à l'heure. On a cette période un peu calme et puis le recrue d'activité commencera quand on aura vraiment les outils pour y aller, parce que les armoires, on les voit aussi sur les vues 5 cm. Donc on pourra compléter en fait avec ces mêmes données-là. Je vous en dirai pas plus sur le thème pour l'instant parce qu'on n'a pas assez progressé, on n'a pas assez creusé le truc, mais ce sera à développer dans les prochaines présentations évidemment pour voir ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, il y en a partout. Donc là aussi, si vous en avez l'occasion, vous pouvez y aller, ça sera bien utile. La troisième partie de cette présentation, là, on entre dans le dernier quart d'heure. On a encore quelques slides pour vous montrer et vous donner notre vision sur de futures synergies. Parce que on est en train d'en créer avec Enedis. On est très satisfait d'ailleurs de cette progression-là. Mais évidemment, Enedis n'est pas le seul gestionnaire d'infrastructures sur le territoire. Et il y a beaucoup d'acteurs à qui il faut parler. Je pense qu'on n'aura pas le débit nécessaire pour parler à tout le monde. Mais il va falloir progressivement aller les voir et détailler différents points. Alors Vincent, tu as raison, tu peux passer au slide suivant. L'un des bons outils pour en parler, hein, pour montrer ce qu'on peut faire, c'est de télécharger les données. Parce que, je vous le disais, les résultats produits par tout ça sont des résultats publics. Donc il faut pouvoir accéder aux données via les outils que vous connaissez. L'écosystème OpenStreetMap dispose déjà de nombreux outils pour ça. On cite le plus célèbre Overpass Turbo, sur lequel on peut faire une requête et retrouver ici photo, il me semble, du Cantal. Et aussi via la plateforme de suivi. Parce que là, on a aussi fait des extractions thématiques pour chacun des thèmes. Donc vous pouvez très facilement télécharger en fait les données produites. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on a des facilités pour télécharger les données et les diffuser qu'on doit s'affranchir de la licence. Je le rappelle, la licence ODBL s'applique toujours sur ces productions. Il n'y a pas d'autres licences pour l'instant, il n'y a pas d'autres dispositifs envisagés. Donc tout ce qui sera téléchargé dans le cadre de ces outils devra respecter cette licence. On parlera aussi de SEMdata, hein, du portail qui est maintenu par Jean-Louis, d'autres. Et on essaiera d'ajouter un thème sur Geodatamine également parce que ça concerne bien les collectivités et d'avoir une capacité d'extraction sur ces thèmes techniques via Geodatamine, ça a aussi un sens. Donc là, Bertrand, pardon, Jean-Yvon, on parle bien de l'open data. Hein. Côté ortho, il n'y a pas de diffusion. Les orthophotographies sont diffusées dans le cadre de la convention et sont réservées à la convention, à la contribution OSM. On ne parle que des données brutes qui sont ajoutées à OSM. Donc cette capacité de téléchargement, c'est un premier moyen d'aller toucher un grand nombre d'acteurs parce qu'ils vont pouvoir aussi prendre la mesure eux-mêmes, sont autonomes là-dessus pour prendre la mesure de tout ce qui est fait par la communauté. Mais ça ne fait pas tout. Il reste aussi des données qui sont conservées dans des silos sur le slide suivant, voilà, où par rapport au projet d'État que je vous ai évoqué, il y a un grand nombre d'acteurs qui sillonnent le terrain aujourd'hui. On n'est pas les seuls à faire de la contribution de terrain, loin de là. Il y a beaucoup de collectes d'informations sur les territoires qui sont réalisées aujourd'hui. Et ces données, pour l'instant, parce que tout n'est pas forcément organisé, elles restent auprès de leurs producteurs. Mais elles gagneraient à être partagées. On parle par exemple, ça c'est un thème qui m'est cher, mais toutes les données relevées lors des études FTTH, puisqu'on va auprès de chaque maison, tu as une granularité, une finesse extrêmement importante qui peut être utilisée aussi à notre niveau. Le déploiement de la fibre touche aussi les adresses, hein, je le mentionnais avec la base adresse nationale, c'est l'un des inducteurs principaux de la création de la BAN. Donc on a déjà des gains, mais il faut reproduire ces gains, il faut s'inspirer de ces synergies et d'aller plus loin dans le partage de ces données
Ça va aussi sur les exploitants téléphoniques, sur les collectivités qui aussi peuvent avoir une bonne connaissance de leur territoire, avec lesquels on sera ravi de partager évidemment, parce que c'est un partage. Chacun fait sa part de tout ça, hein, c'est pas à sens unique, vous l'avez compris. Et donc il faut mutualiser nos efforts, sans quoi on n'aura pas forcément les ressources pour mettre en commun après. Donc quand on pense à ces acteurs, voilà, c'est Enedis, Orange, les ELD, des exploitants nationaux, mais c'est aussi les collectivités locales, voire les riverains et les tiers. On reste convaincu que c'est pas l'objet d'en parler forcément ici, mais au niveau de la connaissance des poteaux, ça a posé certains problèmes pour le déploiement de la fibre. Si les riverains avaient pu faire une partie du travail de recensement en désignant ce qu'ils voyaient depuis la fenêtre de chez eux, ça aurait rendu des services aux exploitants professionnels. Et c'est bien l'intérêt de cette démarche où on met tout le monde autour de la table pour collecter de la donnée de terrain. Benoît, les ELD sont les entreprises locales de distribution, donc les 117 autres acteurs gestionnaires de réseau de la distribution électrique, en plus d'Enedis, sur 5% du territoire. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Donc en conclusion, tout ça en fait se voit depuis la Lune parce que bon, il y a la démarche française. On vous a présenté un cas franco-français où là c'est une association nationale qui se rapproche d'une entreprise nationale. Donc ça concerne la France, mais en fait tout ce travail est fait au niveau mondial. La sémantique et OpenStreetMap pour décrire les réseaux, elle est utilisée partout. Vous voyez que la France d'ailleurs n'est pas l'endroit où c'est le plus dense, hein. Il y a des pays où c'est encore plus actif. Donc il faut aller plus loin, il faut mettre en commun et tout ça est hyper intéressant. Donc on ne peut que se satisfaire de ces avancées et on va évidemment avoir à cœur avec ça. Vous êtes en tout cas les bienvenus. Essayer de reprendre, on a essayé de répondre en live à certaines questions qui étaient posées dans le chat. Je vais essayer de reprendre le chat quand même parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément été traités. Je vois qu'il y a un sujet, notamment de Bertrand, entre Open Data et Ortho pour SNCF Réseau. Alors, effectivement, on a quelques interactions avec eux, mais c'est pas forcément très développé. C'est pas aussi développé. On pourra essayer de le creuser à l'avenir. Et OpenStreetMap est déjà utilisé d'ailleurs à la SNCF. On n'a pas le monopole des partenariats. Ils ont pas forcément attendu. Mais côté, en ce qui me concerne, j'ai pas forcément d'infos à vous donner sur les développements en cours pour SNCF Réseau. Il y en aura peut-être à l'avenir, ça sera à creuser. Benoît, donc côté Enedis, quelle utilisation de ces contributions aujourd'hui et compte tenu des limitations de la licence, le but est de voir combien d'infrastructures on peut relever et une volumétrie. Ça va probablement servir à recaler certains éléments du réseau aérien, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le fait de pouvoir recaler les objets du SIG, de les avoir à plus grande précision, y compris pour les données de moyenne échelle, ça a un intérêt pour eux. Et puis aussi de fiabiliser la description des réseaux. Mais tout ça doit se faire, on doit trouver des solutions pour intégrer les données OSM dans le SIG, ce qui n'est pas forcément évident du fait de la propagation de la licence. Donc c'est principalement des données de mise en qualité, une activité de mise en qualité, de complétude aussi de la connaissance des réseaux. Et peut-être, et plus encore après, à venir, hein, on ne peut pas présager du futur. Sur l'usage d'Enedis des données qui vont être contribuées du côté de OSM, de ce que j'ai compris de l'intention, c'est quand même d'avoir une source complémentaire qui permette de croiser avec d'autres actions qu'ils ont en termes de fiabilisation de leurs données sur la description du réseau de distribution. C'est ce que je mettais dans le chat là. Donc, il y a plusieurs actions complémentaires qui sont menées, qui passent par des techniques différentes. Et ce qu'ils veulent pouvoir faire, c'est surtout de pouvoir tester en quoi de la contribution humaine pourrait être inclus dans un pack de réconciliation de données, de mise en qualité de leurs données, avec toutes les actions par ailleurs qui sont engagées par Enedis pour fiabiliser leurs données.
Donc vous verrez, il y a le passage du cadastre à la BD parcellaire, le fait d'exploiter des données sur du relevé lidar, des lignes HTA par hélico. Enfin, il y a toute une série d'actions qui sont complémentaires par rapport à ce qui est testé dans le cadre de la convention avec OpenStreetMap. Loïc, merci pour ce panorama très complet. Il y a en effet en plus d'autres actions qui sont en cours en interne et donc on vient s'insérer là au milieu. C'est ça qui est aussi très positif. Oui, c'est Antoine, j'ai une question. Est-ce que les orthos à 5 cm fournis par Enedis feront l'objet d'une couche spécifique, ce qui permettrait d'identifier rapidement les endroits où il y a du 5 cm? Alors oui, oui. Alors c'est vrai qu'on ne s'est pas épanché sur le sujet, mais les tuiles des vues Enedis nous fournit les photos et l'association en assure la diffusion auprès des contributeurs dans le cadre de leur contribution. Donc on a les moyens d'insérer cette couche dans les éditeurs. Heidi, Josm, votre éditeur favori, celui qui est en ligne sur enedis.osm.fr. Donc il y a déjà une couche WMS qui est à disposition. Alors pour l'instant, on a reçu un échantillon sur Avignon et ses environs. On a une bonne zone autour d'Avignon pour voir ce que ça donne et essayer de mettre en place le processus. Ça, c'est en cours et après, on va aussi recevoir de plus amples transferts. Mais il y a déjà une couche. Après, Antoine, que je comprenne bien, est-ce qu'on est d'accord que tu parlais bien vraiment des photos, il n'y avait pas une couche technique qui indique les emprises? Non, c'était bien les photos et c'était juste la question de les avoir à part et pas mélanger aux autres orthophotos pour bien identifier où elles se trouvent. Et c'est le cas, tu dis. Tout à fait. Merci. Il y avait une question de Bertrand il y a déjà une demi-heure sur l'appropriation d'OSM par les experts d'Enedis. Et en fait, d'une certaine manière, on n'en est pas là. C'est-à-dire que si on parle d'experts, j'entends la question sous un angle technique. Je ne sais pas si c'était l'angle sous lequel tu le voyais, Bertrand. Mais on n'a pas encore eu l'opportunité d'être vraiment côte à côte face à un ordinateur connecté au SI et discuter de problématiques d'intégration et de choses comme ça. Mais je ne sais pas si c'est l'angle que tu voulais soulever. Angles pour compléter. Il y a effectivement les équipes de cartographie qui vont pouvoir certaines interactions avec les données, mais c'est aussi peut-être les agents de terrain, vraiment les techniciens, parce que sans connaître vraiment et sans présager de ce qui sera fait pour Enedis particulièrement, j'ai une petite expérience dans les télécoms. Et rien que le fait d'avoir un GPS performant pour trouver les lieux d'intervention, ça fait déjà beaucoup. Parce que certaines études montrent que ce soit en livraison, dernier kilomètre, ou en intervention technique, le temps mis par les techniciens pour se rendre sur les lieux d'intervention représente une perte de temps conséquente. Livraison, on a lu des études aux États-Unis où c'était 13 ans par jour qui étaient perdus par les livreurs pour trouver les lieux de livraison. Bon, il y a un équilibre à trouver sur ces chiffres, mais c'est conséquent. Et donc, je pense que OpenStreetMap peut déjà avoir un rôle à jouer sur ces simples outils d'itinéraire, de localisation, de choses comme ça, puisque ce sont des éléments visibles pour certains. Donc, on peut trouver ça dans certains outils de pilotage. Sans avoir forcément besoin d'aller plus loin. Mais ça reste à développer. Après, une fois que les données seront là, on verra, je pense qu'on verra plus d'usages se développer. Il faut déjà communiquer sur la disponibilité de tout ça et sur les actions. Et je partage ton observation, Bertrand. C'est vrai que c'est aussi quelque chose, c'est de là que viendra peut-être une partie de la contribution, parce que généralement, le technicien qui a galéré sur le terrain pour trouver telle ou telle installation, il la replacera peut-être plus correctement. Voilà, c'est une vue de l'esprit de ma part.
oui, alors enfin, évidemment, de tout ça découle, c'est ce qu'on disait, hein, il y a beaucoup d'acteurs à aller convaincre. Il y a des acteurs qui le font déjà pour eux, pour leur propre compte. Voilà, c'est des choses, effectivement, où il faut créer ces passerelles. Des activités qui sont nécessairement plus longues, hein, bien sûr, mais il y a des infos à aller mettre en commun, bien sûr, pas mal d'endroits. Pas d'autres questions. Sinon, j'avais peut-être une question concernant un des modes d'acquisition qui est envisagé pour les poteaux sur des tests chez Enedis, c'est de la détection par algo à partir d'une exploitation d'orthophoto 20 cm. Et notamment sur les ombres portées des poteaux sur le réseau BT. Je voulais savoir si du côté d'OSM, bien entendu, l'accent est mis sur la contribution humaine, sur le repérage terrain, etc. etc. Mais est-ce que dans le cadre de l'action autour du référencement des poteaux, vous avez des projets qui iraient dans le sens également peut-être de passer par de la reconnaissance automatisée et est-ce que Enedis pourrait vous fournir les algos de traitement qui permettent euh, de détecter ces poteaux à partir des ombres portées? Remarque. Pour l'instant, on n'a pas on n'a pas eu cette discussion avec Enedis. Il n'est pas prévu, à mon sens, la fourniture des algos. Néanmoins, ce qui ne veut pas dire que pour des activités connexes, enfin pas sur les poteaux électriques, mais plutôt sur les poteaux télécoms, il y a une expérimentation qui a été faite en Savoie avec Mapillary, donc une plateforme de partage de photos de voirie et surtout de reconnaissance d'objets. Hein. Mapillary, c'est son modèle sur la vente de données pour les véhicules autonomes. Et on a pu, avec eux, donc en prenant des photos de voirie, 360 degrés ou pas, voir l'efficacité de leur algorithme de détection. Et puisqu'ils sont très amis d'OpenStreetMap, ils fournissent les infos en sortie de ces algos volontiers. Donc on peut déjà avoir les moyens de détecter des objets dans les photos. Et c'est très prometteur. Hein. On arrive à détecter à des précisions métriques des poteaux à 100 à 200 mètres de la route, en ayant pris des photos depuis la route du coup. Des choses qui sont à développer. Pour l'instant, on ne l'a pas envisagé, parce que c'est aussi en fonction de nos moyens. Évidemment, un acteur quel qu'il soit qui voudrait partager ses outils avec nous serait le bienvenu. Ça améliorerait aussi beaucoup la contribution, parce que il y a beaucoup d'objets à retrouver. Et à mon avis, on ne pourra pas couper à passer par une étape de détection plus automatisée que ce que nous faisons aujourd'hui. Peut-être Loïc, pour compléter, on est sur ce sujet-là de l'automatisation et du besoin de recourir à des algos un peu poussés, à des entraînements, à une infrastructure peut-être dédiée pour les calculs. On sera peut-être là un peu en limite de ce que, d'un point de vue associativo-bénévole, on est en capacité de faire. Ça sera peut-être un sujet à prendre par une petite boîte dont le savoir-faire est au cœur de tout ça. Enfin, il y a de la place, hein. Il y a de la place pour apporter de la contribution, pas que en tant que simple contributeur lambda. Il y a tout un écosystème. Alors, on connaît certains acteurs sur des contributions plus classiques, hein, relevé de terrain et autres. Mais qui sait, il y a sûrement la porte ouverte à ce que tu évoquais, mais peut-être d'un point de vue pro. Tout à fait. C'est sûrement des contributions à avoir côté professionnel, parce que il y a notre initiative, il y a l'initiative de l'association, mais après, ça n'empêche pas un autre acteur de vouloir souhaiter y contribuer, parce qu'il trouve aussi son intérêt de manière plus professionnelle. Hein. Ça, c'est anticipé, c'est vu, il y a un problème avec ça. Je crois qu'on est arrivé à la limite du temps, vu que nos chers organisateurs ont aussi un emploi du temps chargé, je pense qu'on va devoir en rester là.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'on reste à votre disposition, hein, s'il y avait des questions qui vous revenaient après coup. Évidemment, toute la présentation sera en replay sur le PeerTube de l'association. Et puis vous avez nos coordonnées ici pour nous contacter s'il le fallait. Aucun problème.